Bonsoir, je m'appelle Virginie Desélus, je suis lead front-end chez iFlow, anciennement développeuse front-end aussi chez Adequasys pour ceux qui connaissent Aroman. Je vais vous parler d'Atomic Design aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Levez la main ceux qui connaissent ou pas. Ok, c'est cool, j'ai bien fait de venir. Donc avant de vous parler vraiment des détails de l'Atomic Design, je vais vous raconter un petit peu une histoire, comme mon prédécesseur, mais à la différence qu'il y a quelques protagonistes. Donc on a Jeanne et Serge. Jeanne, une web designeuse, et Serge, un développeur web. On est à peu près dans les années 95-2000, je ne remonte pas aussi loin que tout à l'heure. Et je vais vous raconter un petit peu la manière dont ils travaillaient à cette époque-là. Je vais volontairement un peu stéréotyper l'histoire. En gros, Jeanne est une designeuse, donc elle a un esprit très créatif. Voilà sa façon un petit peu de penser. À l'opposé de Serge, qui pense très logique. Donc forcément, dans les projets, leur collaboration n'est pas toujours évidente. C'est pas toujours facile de communiquer entre eux, mais ils doivent travailler quand même ensemble. Quand un projet commence, donc c'est d'abord Jeanne qui s'attaque au projet en imaginant le design. Elle fait la phase de maquettage, donc elle va créer des maquettes, des fichiers PSD à l'époque, beaucoup de fichiers, tous les uns à côté des autres. Évidemment, quand le client change d'avis avant de valider, eh bien Jeanne, elle doit tout reprendre. elle est super contente. Une fois que la maquette, le design est validé, Serge peut entrer en scène. Juste avant, quand même, la phase de découpage de maquette. On découpe avec des tranches à l'époque dans Photoshop. Je ne sais pas si l'option existe encore. Et Serge, enfin, peut commencer le développement de ces pages. Il reste un peu sur le même format. Les fichiers, les séparer les uns des autres, les uns à côté des autres. Mutualisation d'éléments liés grâce à la découpe de maquettes, comme des éléments statiques graphiques, donc des images, des icônes, des choses comme ça. Mais tout est vraiment parallélisé. Et forcément, quand quelques années ou quelques mois après, le client redemande des modifications, ben, c'est comme Jeanne tout à l'heure, mais ça embarque Serge au passage, plein de fichiers à reprendre, à modifier, des copier-coller, ça devient le carnage. C'est un travail rébarbatif, pas du tout passionnant, mais il faut le faire. Et on se retrouve avec des manques d'harmonisation UI, et puis si le projet est vraiment gros et long, ben, potentiellement manque d'harmonisation dans le code aussi. Pourquoi Jeanne et Serge travaillaient comme ça à l'époque? Bah, tout simplement parce que le web il a été imaginé pour ressembler à quelque chose qu'on connaissait tous, c'est-à-dire le livre et les magazines, pour la petite touche graphique. Et forcément, bah, des pages, les unes à côté des autres. Heureusement, il y a des évolutions technologiques. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les technos, mais surtout celles liées au front-end. Donc, on a eu l'apparition du JavaScript qui a permis d'apporter un petit peu d'interactivité. Flash, qui a essayé de percer, mais qui n'a pas du tout gagné le combat contre JavaScript. Mais il a permis de donner envie aux designers de faire encore plus d'animation et encore plus de beau design sur le web. Le CSS, là, on a commencé à voir apparaître un découpage entre le contenu et la couche graphique. Et les petites choses comme des frameworks et des grilles pour permettre de faciliter le positionnement des éléments dans les pages. Toutes ces évolutions ont pris pas mal d'années. Jusqu'à... et oui, pendant ce temps-là, on a eu des contraintes, en fait. Les tailles d'écran se sont multipliées, en fait, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je vous défie de nous donner un nombre de résolutions et de tailles d'écran qu'on doit supporter quand on fait un site Internet. C'est impossible, je pense pas. Donc, je vais mettre volontairement de côté la montre, quand même, c'est un peu à part. Je suis pas sûre qu'on fasse des sites Internet sur une montre. Mais aujourd'hui, en fait, enfin même pas aujourd'hui, déjà depuis 2010, on est allé vers un besoin de développer et de créer des sites internet de plus en plus fluides et modulaires qui puissent s'adapter un peu à n'importe quelle taille d'écran.
Si on regarde un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un site internet? Ben, en fait, ça se rapproche de plus en plus d'une application mobile. On parle de single page application, on ne parle pas forcément de site web. On parle de progressive web apps, un site web qu'on peut installer sur un téléphone. En fait, tout se mélange. On parle de mobile first et plus de responsive design. Tout se mélange et ça a amené les développeurs, et donc Serge, à changer ses méthodes de développement jusqu'à développer des composants, des librairies de composants. Toute cette petite histoire pour vous amener jusqu'au fait que qu'est-ce que faisait Jeanne pendant ce temps-là? Elle continuait ses petites maquettes les unes à côté des autres, alors que Serge il était en train de factoriser et de modulariser tout son développement, tout son code. Et donc l'écart entre les deux se creusait. Et donc Jeanne, au bout d'un moment, elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais continuer dans ma lancée. Et non, je vais essayer de factoriser mon design aussi. Et donc comme ça, je pourrais travailler main dans la main avec. Je pourrais imaginer des librairies de composants avec lui, on pourra parler de la même manière et on pourra construire des sites internet encore mieux qu'avant. Et en fait, cette méthode de factoriser le design, c'est l'atomic design. Et c'est pas Jeanne qui l'a inventé, c'est Brad Frost. Et c'est un web designer. Il l'a déjà imaginé depuis un bon moment quand même, puisque ça date de 2013. Et cette méthode, c'est une méthode de conception orientée composants. Et l'idée, c'est d'imaginer, de découper son interface graphique avec des composants du plus petit au plus gros, du plus simple au plus complexe, et du plus proche du design jusqu'au plus proche de la page et du contenu métier. Il a agrémenté ça d'un petit schéma, très facile à comprendre. Il a utilisé la métaphore de la physique-chimie, qu'on connaît déjà naturellement. Toute la partie de gauche donc, correspond à cette métaphore. Donc, l'atome, le plus petit élément, la molécule un petit peu plus gros, l'organisme encore plus gros. Et à partir de l'organisme, il a arrêté la métaphore, il est revenu sur ce qu'on connaissait déjà et sur ce qu'on avait besoin d'appliquer, c'est-à-dire les templates et les pages. Si on détaille un petit peu, en gros, un atome, donc c'est un élément tout petit, insécable, donc on ne peut pas diviser, qui n'a pas de but réel fonctionnel et qui est vraiment proche de l'identité visuelle. Il contient par exemple des icônes, des couleurs et des éléments natifs du navigateur qu'on ne peut pas découper forcément. Il ne peut contenir que des éléments plus petits que lui. Un atome ne contiendra pas donc d'atomes et ne contiendra pas d'éléments plus gros comme les molécules ou les organismes. De la même idée, donc c'est l'étage au-dessus, on a la molécule. Une molécule, c'est un élément simple, toujours un petit peu, assez simple, qui peut avoir un petit peu de fonctionnel, un petit but fonctionnel. Ça peut être un élément répétable de l'interface graphique. Et dans la même logique, il peut contenir que des éléments plus petits que lui, donc il ne pourra contenir que des atomes. Il ne pourra pas contenir ni de molécules ni d'organismes. Et l'organisme, enfin, c'est encore l'étage au-dessus, donc là, c'est des éléments qui sont complexes, avec un vrai but fonctionnel, qui peut contenir des éléments répétables, donc qui peut contenir des molécules. Et les organismes ont commencé à gérer des interactions assez complexes avec ces enfants. Donc il peut contenir des atomes, des molécules, et là, on dévie un peu de la règle de base avec l'atome et l'organisme, c'est-à-dire qu'un organisme peut contenir un organisme, parce que sinon on se retrouve avec des étages à l'infini et on ne s'arrête jamais. Donc on s'autorise à ce qu'un organisme contienne un organisme. Par contre, il ne contiendra jamais enfin si, une petite erreur, il peut contenir un template, il ne contiendra pas la page, par contre. Un petit exemple. Donc on reste toujours sur la partie métaphore de la chimie. Donc là, vous avez par exemple 4 petits composants, donc des atomes, très simples. Donc un label d'input, un input texte et 2 boutons, un bouton avec un texte et un bouton avec un icône. Très basique, pas divisible et aucun but fonctionnel quand on les pose tout seul comme ça, ils ne servent à rien. Si on les regroupe ensemble, ça forme une molécule. Donc là, on commence à voir se dessiner un petit peu de fonctionnel, donc c'est une petite barre de recherche. Un autre exemple, là vous avez deux atomes, donc un icône et un autre label.
Si vous les regroupez, ça fait un petit bouton de menu, en molécules bien sûr. Et si vous les regroupez, là, ça forme un organisme avec tout un menu. Si on avance un peu plus loin, un organisme peut contenir un organisme. Là, on peut imaginer carrément une app-bar, une en-tête de site, qui contiendra donc notre menu qui est un organisme, notre petite barre de recherche qui est une molécule, et puis il ne faut pas oublier le logo, ce serait un atome. Maintenant, les templates. Donc là, c'est très simple, c'est des grilles de positionnement. Donc généralement, ça va travailler, résoudre les problématiques de responsive. C'est que des zones de positionnement. Donc là, il n'y a pas de style graphique. C'est vraiment que du positionnement. Donc on trouvera principalement des divs, des spans, des tableaux éventuellement. Mais on n'est toujours pas, il ne peut pas contenir la page. Et la page, enfin, c'est le point d'entrée de la page Internet. Hein. C'est là où on va agréger et construire le puzzle de tous nos composants grâce à la grille et nos atomes et nos organismes et nos molécules. C'est là qu'on va gérer le métier. C'est là qu'on va gérer donc les calls API, etc., le formatage des données, la logique métier. Et à ce niveau-là, normalement, une page ne contient vraiment que des molécules, des atomes, des organismes et des templates. Donc, si on revient sur nos exemples de tout à l'heure, on avait notre menu et notre search input qui étaient des molécules. On en a fait un organisme qui était une barre d'en-tête. Et donc, si on l'injecte dans le template, dans la grille de positionnement, on se retrouve à pouvoir injecter le métier et à définir toute une page avec d'autres contenus pour remplir cette page. Si on veut aller un petit peu plus loin, l'atomic design, faut l'imaginer comme quelque chose d'agile quand même. Il faut se l'approprier. C'est pas rigide. C'est une méthode proposée par Bradford, mais il n'y a rien de rigide. On en fait un petit peu ce qu'on veut par rapport à son contexte et ses besoins. On a notamment Audrey Hack qui a fait une conférence il y a déjà quelques années, mais qui est en français, très intéressante sur le sujet et qui propose une autre métaphore liée à la musique. Donc si la chimie ne vous parle pas, vous pouvez utiliser d'autres métaphores. Il y a Bastille aussi qui propose une métaphore sur les Legos, un petit peu plus complexe à appliquer, mais tout aussi intéressante et facile à comprendre. Je vous invite à aller les voir, notamment Audrey Hack qui a plein de documentation sur son médium sur les sujets de web design, de design system, de librairie, de atomic design et tout le sujet. Une chose que moi j'ai appliquée, une liberté que j'ai pu appliquer par exemple, c'est de rajouter un niveau les quarks. Donc je suis descendue, j'ai vu sur internet aussi qu'il y en avait qui avaient été jusqu'au boson. Alors là, ça commence à abuser, je pense, mais après s'ils en ont besoin. Là, l'idée, c'était de séparer les éléments purs de design, donc notamment les icônes et les typographies. C'était des problématiques qu'on rencontrait parce qu'on se retrouvait avec des icônes et des typographies dans les atomes. Et comme les typographies et les icônes, on les utilise partout, ben en fait, on avait deux atomes et tout le reste, c'était des molécules et des organismes. Et on perdait la granularité nécessaire pour faire nos découpages de composants. Donc en descendant d'un étage, ces éléments qui étaient vraiment très proches, encore plus proches du design, ça nous permettrait d'avoir la granularité nécessaire. On y avait aussi englobé tout ce qui était composants permettant de faire des animations, des fades, des choses comme ça, qui étaient encore aussi très liés au design pur et au thème de l'application. Donc en exemple, on imagine qu'on a une librairie d'icônes. On crée un composant Quark d'icônes qui permet de driver, de manager justement le choix de ces icônes et l'affichage de ces icônes. Et ensuite, après, on peut les utiliser un peu partout dans nos composants, comme un button, par exemple, qui serait du coup un atome. L'atomic design, c'est une méthode de travail, c'est une méthode de découpage. C'est un outil très intéressant. Mais si on le couple avec d'autres outils,
ça devient vraiment encore mieux, on va dire. Le travail de découpage de composants, on n'est pas obligé d'utiliser l'atomic design. On peut très bien faire des composants comme on le sent. Il y a plein de logiciels aujourd'hui de travailler avec ce sujet. Alors côté design, il y en a quelques-uns comme Figma, Zeppelin, Sketch, XD, et je laisserai les designers en parler, ils savent mieux le faire que moi. Mais côté développement, on peut s'outiller aussi, notamment avec des choses comme Storybook, qui permet, en fait, ce qui est chouette dans Storybook, c'est qu'en fait, on va développer les composants de manière unitaire, un petit peu comme des tests, comme des TU, un peu comme du TDD. C'est-à-dire qu'on va avoir des cas de tests, on va les développer en dehors du contexte métier, en dehors du site, dans notre bibliothèque. On va pouvoir vérifier et contrôler qu'il n'y a pas des CSS qui se marchent les unes sur les autres avec les héritages. On va pouvoir contrôler les entrées, les données en entrée de manière à ce qu'elles soient génériques et non liées au métier, et de garantir un petit peu l'indépendance de chacun de nos composants. Et ça, avec un outil comme Storybook, couplé à l'Atomic Design, c'est, on va dire, c'est le couple parfait, je pense, pour faire des composants qui sont génériques et maintenables et centralisés. Donc, un petit exemple. Mais après, je pense que vous avez peut-être déjà croisé Storybook, même si vous ne le saviez peut-être pas. En gros, c'est une librairie. On écrit des cas de tests. On peut vérifier qu'ils fonctionnent. On peut brancher des tests automatisés si on veut, mais ce n'est pas une obligation. On peut rester sur du manuel. Et cette bibliothèque, en plus de permettre d'avoir des cas de tests très techniques, en fait, ça permet aussi de pouvoir partager et donner de la visibilité sur la bibliothèque de composants. C'est-à-dire que là, on va pouvoir partager le fonctionnement et la disponibilité de chaque composant avec les designers ou avec le PO, les personnes qui s'occupent des spécifications fonctionnelles ou même des testeurs, pardon, des équipes de test. Il y en a qui vont même encore plus loin. Par exemple, Audi, ils ont utilisé Storybook pour carrément spécifier tout le design système de la marque. C'est-à-dire qu'on peut avoir la librairie de composants, mais on peut aussi avoir des guidelines, des documentations diverses et variées. Et là, on va encore plus loin, et c'est un autre sujet. En conclusion, l'atomique, c'est fantastique. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'atomic design, c'est qu'en fait, on peut travailler encore plus main dans la main avec les designers. On peut encore mieux les comprendre puisque eux travaillent de la même manière que nous et donc ils nous comprennent aussi. Et donc on peut co-construire les sites internet et les librairies de composants ensemble. On a le même langage, on parle voilà, on a les mêmes nommages, on a les mêmes façons de découper. Et ce qui est chouette, c'est que ça va garantir la maintenabilité, l'évolutivité de vos sites internet et de votre code. Fini les incohérences graphiques, mais du coup, fini les incohérences au niveau du code aussi. Et lorsqu'on veut développer une page qui est simple et qu'on a déjà à disposition tous les composants, ben on a juste à faire du puzzle et à assembler. Ça permet de garantir aussi une rapidité d'exécution et de réalisation des pages. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remets un peu les références. Si vous avez des questions ou pas. Oui. J'ai pas bien compris la métaphore sur la musique. Ouais, alors je suis pas une experte en musique, mais en gros l'idée c'est que tu as les notes, les partitions, alors, les notes, il y a les accords, merci. Voilà, il y a des musiciens dans l'assistance qui peuvent m'aider. La portée. Écoute, n'hésite pas à aller voir sa conférence. Elle en parle très bien. Moi, je ne suis pas musicienne du tout, donc pour le coup, la physique-chimie me parle plus. Déjà, merci pour le talk. J'ai déjà vu des équipes bosser effectivement sur ce modèle-là, enfin, surtout des designers essayer de travailler main dans la main avec des dev front-end. Ça marche assez bien. Pour autant, alors c'est une question assez ouverte, j'aimerais bien ton avis là-dessus. J'ai l'impression que le designer, quand il se retrouve face à voilà, j'ai une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle page, une nouvelle maquette à faire, il ouvre son Figma et il repart un petit peu d'une page blanche. Alors, il a en tête
il a en tête les éléments graphiques, la charte graphique, etc. Mais il n'a pas forcément en tête les composants. Ou peut-être que c'est juste que je ne suis pas assez là-dedans. Mais est-ce que enfin, j'ai vu des allers-retours des fois où des devs disaient non, on a déjà un composant, là tu as recréé un truc qui ressemble un petit peu à ça, etc. Est-ce que tu as des tips peut-être pour huiler un peu mieux la machine encore entre les devs Le format que tu décris, et c'est un format que j'ai déjà vécu aussi, c'est quand l'Atomic Design est mis en place principalement côté dev, mais pas côté design. Et là, l'idée, parce qu'on peut très bien le faire côté purement technique, et puis le designer, il continue de faire comme à l'ancienne. Le mieux, c'est quand même d'arriver à imbriquer dès le départ en fait, les deux ensemble, qui travaillent le découpage en fait, des composants ensemble. Et à partir de là, le designer, il a connaissance, conscience, il a connaissance puisqu'il a participé à la découpe et à la création de ces composants. À noter que Figma a le même système aussi. On peut créer des composants dans Figma qui se répercutent sur les maquettes. Si c'est bien utilisé, cette notion de déploiement de composants, s'il la maîtrise dans son logiciel, il va d'autant mieux la comprendre et ça va encore mieux fonctionner avec le développeur, puisque voilà, ce sera vraiment la même façon de réfléchir. Ce que tu dis, c'est que les outils sont là. Ouais. Maintenant, c'est de la communication entre c'est de la com, le design complètement, c'est de la com. Et effectivement, sans communication, bah, c'est comme tout. Hein. Merci. Moi, j'ai une question. En fait, on voit bien l'intérêt parce qu'on est un peu, on prend un point et puis on fait un dessin, etc. Mais dans l'aspect gestuel, mouvement, transition entre un truc, au niveau des animations, etc. Est-ce qu'il y a aussi de l'atomique là-dedans, dans des gestures, de passer d'une page à une autre, un mouvement qu'on va voir dans tu peux avoir des composants qui vont gérer les animations. Après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même le CSS. Le CSS permet aussi de faire des transitions des animations. Et en fait, ton composant peut très bien s'animer, peut très bien déclencher des animations en fonction d'événements qui vont survenir, si tu as cliqué sur un bouton, etc. Donc après, tout ça, c'est couplé avec le... Après, tout dépend aussi de l'architecture et les choix technologiques que tu fais, s'ils permettent aussi de simplifier cette façon d'architecturer par composant ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu peux complètement... ça t'empêche pas d'avoir des animations et des interactions fluides entre pages, entre éléments, il n'y a aucun souci. Surtout que maintenant, des outils comme Figma ou quoi, je crois que tu peux faire des animations, etc. Enfin, il y a pas de... Donc, du coup, tu peux, toi en tant que designer, quand tu fais une maquette Figma par exemple, du coup dans tes specs, tu y mets pas seulement du côté visuel, tu mets aussi les animations qui sont dedans, il me semble. Alors là, je sais qu'on peut faire des composants, après jusqu'aux animations, je ne sais pas. Tu peux faire du prototypage, mais après ça reste limité, ça reste des changements de page ou des choses qui s'affichent. Après, je ne sais pas s'il y a un intérêt à ce que le designer aille jusqu'à prototyper les animations aussi. Tout est une histoire de curseur. Je me demande si, enfin, juste par curiosité, s'il y a des librairies qui sont plus adaptées ou des frameworks que toi tu utilises qui sont appropriés pour l'Atomic Design. Alors j'avoue, je suis dev React. Voilà. Mais après, c'est pas le seul. Hein. Mais, Et une librairie d'UI que tu utilises, je sais pas, quelque chose comme ça? Bah, la dernière que j'ai beaucoup utilisée, c'était Material. Après, il y en a plein, donc après, tout dépend de ton besoin aussi. Si tu as besoin de t'appuyer sur une librairie ou si tu n'as pas beaucoup de composants à développer et à ce moment-là, tu fais tout toi-même ou tu utilises un ou deux trucs. Il y a React Bootstrap aussi qui propose aussi une librairie de composants si tu veux rester sur du Bootstrap. Qui sont vraiment faites pour faire ça, quoi. Disons qu'il y a des librairies qui apportent un style déjà par défaut, tout ça, et qu'on peut essayer de tweaker un petit peu pour mettre ses couleurs, tout ça, mais il y en a qui viennent vraiment avec l'esprit. Ils apportent la fonctionnalité, et puis en fait le développeur peut habiller le composant avec son thème. C'est ça. Material, lui, c'est typiquement ça. Il y a la librairie de composants, mais ils ont aussi le composant
contexte avec un contexte par-dessus ou avec tout un thème. Et tu peux customiser toutes les couleurs, les primaires, les secondaires, les typos. Enfin, tu peux aller très loin si tu veux. Ou tu peux juste utiliser tel quel. Mais... Donc ça s'y prête pas mal. Nous, on utilise Radix. Je crois que c'est pas connu pour faire ce genre de choses. Si tu veux la nom de librairie. C'est bon? Ah, pardon. Est-ce que ça c'est plus adapté à un projet unique où on va avoir une constante visuelle sur un peu tout, ou si jamais on a plusieurs projets où le designer voudrait avoir des identités visuelles un petit peu différentes, des choses qui changent, est-ce que rien ne t'empêche, ça c'est comment tu veux définir, si tu veux un... En gros, est-ce que tu veux un design système global à plusieurs applications ou si tu veux un design système lié à une seule application? Voilà, ça, après, c'est à toi de voir. Tu peux faire les deux. Ça, les deux s'y prêtent. Pas d'autres questions? Merci Virginie. Merci.